Bonsoir à tous et bienvenue à ce 20h. Voici les titres. La visite du chef de l'État au Kazakhstan, le président Macky Sall a rencontré son homologue Nursultan Nazarbayev qui s'est félicité de ce rapprochement entre l'Asie centrale et l'Afrique. Le président Macky Sall a également rencontré des acteurs économiques du Kazakhstan. C'est la décrispation à l'école. Le FUSE suspend son mot d'ordre de grève. Ce cadre réunit une vingtaine de syndicats d'enseignement. Certains acteurs ont dit leur espoir de voir l'année scolaire sauvée. Dans la série sur Grand Yoff, Zoom sur la radio communautaire, nous parlerons également de la sécurité dans ce quartier et de la fourrière de Grand Yoff. Et puis dans la rubrique métier, la danse est à l'honneur avec les professionnels des arts scéniques. Nous verrons la danse classique, moderne et traditionnelle enseignée à l'École nationale des arts. Le président Macky Sall a rencontré ce vendredi son homologue du Kazakhstan. Le président Nursultan Nazarbayev a relevé la portée historique de la visite officielle du président Macky Sall pour le rapprochement entre l'Asie centrale et l'Afrique, saluant l'hospitalité qui lui a été réservée. Le chef d'État compte profiter de l'expérience du pays dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture. Les temps forts de la cérémonie officielle avec notre envoyé spécial Omar Ning. L'allure des grands jours au palais de la République du Kazakhstan. Nursultan Nazarbayev. Le temps d'apprécier l'architecture de la ville avec en appui les explications du président kazakh. Puis les deux chefs d'État procèdent à la présentation de leurs délégations respectives composées de membres de leur cabinet, des gouvernements et du secteur privé. Le tout dans une solennité affichée de la plus belle des manières. Après les honneurs, les deux présidents se retrouvent en tête-à-tête. Un entretien suivi d'un déjeuner officiel auquel sont conviées les délégations. Des moments révélateurs d'une visite dont la portée est de grande envergure. Je suis très heureux de la rencontre avec le président Macky Sall à Astana. Cette visite a une importance historique non seulement pour notre pays, mais aussi pour toute l'Asie centrale, dans le cadre du rapprochement avec tout le continent africain. Le soutien mutuel de la candidature de chaque de nos pays en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU montre le niveau élevé de la confiance entre nos pays. Notre coopération dans le cadre de l'agriculture, ainsi que dans le cadre de l'énergie, pétrole et gaz, de sport, de la culture, se développe et les accords vont être signés aujourd'hui. En étant membre de la communauté musulmane, nous nous sommes mis d'accord de coopérer dans le cadre de l'organisation de la coopération internationale, y compris dans le cadre de la tenue du sommet de l'OCI, de la science et de technologie en 2017 à Astana, ainsi que du projet de l'intégration islamique d'infrastructures. Le tempo est le même chez le président Macky Sall. En revenant sur le sens de sa visite, il délivre un message fort à l'endroit de son homologue et du peuple kazakh. Monsieur le Président Nazarbayev,
Je voudrais d'abord, à l'entame de mon propos, vous exprimer à mon nom propre et au nom de la délégation qui m'accompagne l'expression de notre gratitude pour l'hospitalité généreuse et l'accueil particulièrement amical qui nous a été réservé. Nous nous sommes rencontrés dans des sommets, mais rien ne vaut la visite de l'ami chez lui pour d'abord constater de visu le niveau de réalisation extrêmement appréciable de votre œuvre dans la modernisation du Kazakhstan. Et Astana est un symbole édifiant par rapport à cette vision et par rapport à cette politique de développement que vous incarnez. Je salue par ailleurs la vision que vous avez sur le dialogue des cultures et le dialogue des religions. Et nous allons vous accompagner dans les initiatives que vous avez proposées aux Nations Unies pour travailler sur la thématique entre la religion et le terrorisme, faire la part des choses afin que l'amalgame soit évité entre la religion musulmane en particulier et le terrorisme. Dans le domaine du pétrole et du gaz, le Sénégal, qui vient d'avoir des découvertes assez importantes, souhaite profiter de l'expérience kazakh en matière de gestion des ressources naturelles et surtout en matière de négociation dans ces négociations pétrolières, de gestion des contrats, de formation des cadres dans ces secteurs de pointe, mais aussi dans le domaine des sports où je me réjouis que nos compatriotes soient présents dans le championnat de football kazakh. Et je voudrais donc saluer l'accord signé déjà dans ce secteur. Nous avons, dans nos échanges, Monsieur le Président, parlé de l'agriculture. Nous connaissons combien votre pays aussi est engagé dans la production agricole. Vous êtes excédentaire dans beaucoup de spéculations. Et cette expérience dans la modernisation de l'agriculture, dans le développement des investissements privés, et notre secteur privé également est présent ici à Astana, sont autant de secteurs que nous allons continuer à explorer au cours de cette rencontre et les mois qui vont suivre. Les présidents Macky Sall et Nursultan Nazarbayev ont donc jeté les bases d'une coopération qui va profiter aux deux pays. Pour conforter cette relation d'amitié, le chef de l'État a invité son homologue à effectuer une visite officielle à Dakar. L'invitation acceptée, la date sera fixée par voie diplomatique. Le chef de l'État reçu par son homologue kazakh Nursultan Nazarbayev, le président Macky Sall a également rencontré les acteurs majeurs de l'économie du Kazakhstan au cours d'une conférence sur l'investissement, convaincu des projets et réformes en cours au Sénégal. Investisseurs et pouvoirs publics comptent saisir les opportunités offertes par le Sénégal. Omar Ning. Le format a permis aux investisseurs kazakhs d'avoir une idée claire des réformes et projets porté par le président Macky Sall. Le Sénégal est un pays qui attire avec des opportunités réelles. En 2016, nous avons terminé l'année avec un taux de croissance de notre produit intérieur brut pour 6,5%. En 2012, le Sénégal partait avec un taux de croissance de 1,8%. En 2013, le Sénégal a permis de clore un taux de croissance de 2,5%, 2014-2015 avec 5,4% et en 2015, 6,5%. Donc c'est un pays qui table sur une économie dynamique, mais aussi on est une économie très compétitive au niveau de la sous-région. On est le deuxième taux de croissance de la sous-région, on est le deuxième produit intérieur brut de la sous-région, le plus faible taux d'inflation et le deuxième pays récepteur d'investissements directs étrangers. Ça confère aussi des caractéristiques majeures en termes d'infrastructures de mobilité. Nous avons le nouvel aéroport international Blaise Diagne à 45 km de Dakar qui va offrir au Sénégal la possibilité d'avoir une plateforme de 3 millions de passagers par an.
Et cet aéroport est desservi à travers une autoroute à péage qui positionne l'aéroport à 45 km de Dakar, mais aussi à 30 minutes donc de la ville de Dakar en termes de desserte. Et prochainement, il y aura aussi une desserte ferroviaire sur cet aéroport. La vérité est confortée par les amis du Sénégal. Aux hommes d'affaires du Kazakhstan, ils disent les chances qu'ils ont de venir investir au Sénégal. Vous avez un chef d'État moderne, démocratiquement élu, et qui est aujourd'hui un réel homme d'État, qui est un visionnaire pour son pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Sénégal est un pays, comme le disait Moutagassi, est un pays en plein chantier, qui est au carrefour de l'Afrique, mais aussi au carrefour de l'Europe, comme je vous le disais tout à l'heure, monsieur le ministre, à proximité de toutes les capitales européennes, des États-Unis, avec des vols directs pour les États-Unis, du Moyen-Orient avec des vols directs sur Istanbul, Dubaï, etc., et puis qui dessert de nombreuses capitales africaines. Donc je crois que le Kazakhstan, et je parle en tant qu'ami du Kazakhstan, vous me faites confiance depuis de nombreuses années, donc c'était important pour moi de prendre la parole et de vous parler à cœur ouvert. Les perspectives sont donc alléchantes. Les pouvoirs publics, eux, savent. En sensibilisant leur privé, ils disent l'intérêt qu'ils accordent au marché africain. Bien sûr, nous pensons que pour le Kazakhstan, c'est très important aussi de commencer le développement du commerce avec les pays africains. Nous sommes très conscients que le marché africain va se développer de manière très active. Donc, pour nos businessmen, c'est très important de considérer les opportunités de business. Et nos sociétés sont très intéressées à étudier les opportunités de business sur le continent africain. Et je pense que les sociétés peuvent créer des productions conjointes dans le secteur de logistique, du commerce et même dans le cadre des investissements. Le Sénégal d'aujourd'hui, c'est un nouvel élan, une vision portée par un leadership fort. Quand il parle, c'est pour rassurer sur l'importance du marché africain. Tout comme tous les pays africains, nous sommes 54, avec une ambition de développement, une ambition d'émergence. Alors nous avons de grands besoins en infrastructure, de grands besoins en énergie, mais aussi des besoins dans le domaine de la santé, de l'éducation. L'Afrique aujourd'hui est à la croisée des chemins. C'est un marché important de près d'1 milliard d'habitants, avec 30 millions de kilomètres carrés qui ont besoin d'être développés, parce que c'est aussi au moins une centaine de villes de plus de 5 millions d'habitants qui ont des besoins en assainissement, des besoins en urbanisme. Et je crois que l'expérience du Kazakhstan à travers Astana est une expérience à partager. Je pense que nous aurons d'ailleurs des échanges d'expériences, puisque vous avez réussi à attirer beaucoup d'investissements privés chez vous, et étant aussi entre de grands marchés, je pense que votre expérience devra intéresser certainement le Sénégal, qui a aussi l'ambition d'être un hub logistique en Afrique de l'Ouest, dans le cadre du plan Sénégal émergent. Sénégal émergent qui a une très grande ambition de mettre le Sénégal sur la rampe de l'émergence dans un horizon de moins de 20 ans. Dans l'ensemble, le dialogue a été fructueux. Les investisseurs du Kazakhstan ont exprimé leur satisfaction. À travers cette visite, le président Macky Sall leur a offert une occasion qu'il compte saisir très bientôt. Le secteur privé kazakh est sorti satisfait de cette rencontre avec le président Macky Sall. Ces investisseurs disent apprécier l'environnement favorable au Sénégal. Nous écoutons les réactions du vice-président de la Chambre des entrepreneurs et de la présidence de la compagnie nationale pour l'entrepreneuriat au micro de notre envoyé spécial Omar Ning. Удивительной африканской страны. Самое главное, что мы получили
Le Sénégal est un pays stable, est un pays démocratique qui a le président fort. Je pense que c'est le message principal pour les investisseurs kazakhstanais parce que ça donne la confiance pour que les Kazakhstanais, les hommes de business de Kazakhstanais puissent investir à ce pays. Et, par exemple, dans la sphère de l'infrastructure, de le tourisme, et je pense que c'est le message que nous avons entendu, c'est rassurant. Какие-то определенные плоды сотрудничества казахстанского. Во-первых, мне бы хотелось сказать спасибо за то, что... Je voudrais dire que votre présentation était très intéressante et je pense que c'est... Et je voudrais dire que je suis très ravie que vous intéressez beaucoup des hommes d'affaires du Kazakhstan pour qu'ils puissent investir au pays du Sénégal. Je voudrais dire que le pays Sénégal est un pays très intéressant et pour l'investissement. Et je m'intéresse beaucoup de la sphère de tourisme et d'agriculture. Et j'espère de la coopération ultérieurement. Des représentants du secteur privé sénégalais étaient également présents à cette rencontre en remerciant le chef de l'État pour l'opportunité qui leur a été offerte. Ils comptent tirer profit de l'expérience kazakh. Nous écoutons successivement Martiam de Jetran Imon et Cheikh Amar de TSE au micro de nos envoyés spéciaux. Permettez-moi de remercier son Excellence, Monsieur le chef de l'État, d'avoir bien voulu nous assister à cette visite pour venir nous inspirer, comme vous le dites si bien, de l'exemple d'Astana, qui était une ville qui, il y a 15 ans, pour ceux qui la connaissent, il n'y avait aucune infrastructure et aujourd'hui est l'une des plus belles capitales, en tout cas, qui m'a été donnée de visiter. L'expérience que nous en tirons est la suivante, que c'est possible. À force de volonté, et cette volonté nous l'avons, de volonté politique, les présidents là, et nous allons essayer avec nos amis kazakhs que nous avons rencontrés. Vous avez vu tout à l'heure que j'étais avec différents investisseurs et différents entrepreneurs kazakhs et hommes d'affaires qui sont dans le secteur. Nous allons voir quelles sont les synergies que nous pourrons mettre ensemble pour essayer de faire quelque chose. Je pense que c'est un pays qui émerge beaucoup. Et il peut gagner au Sénégal comme nous, on peut aussi gagner ici. Donc ça sera une relation win-win et je souhaite que cette collaboration continue. Je remercie le président de la République de m'avoir ramené. Donc c'est un bel exemple et puis je pense que c'est un pays à suivre, quoi. Voilà. Nous aussi on a des ressources. On va essayer de travailler comme on le dit, comme le président le disait tout à l'heure. Voilà pour les échos de la visite du chef de l'État au Kazakhstan. Chez nous ici, on parle du Magal 2016 de Darou Mouhty qui se prépare activement. L'événement célèbre les retrouvailles entre Mame Thierno et son frère Serigne Touba à son retour d'exil. À quelques jours de cette date importante pour la communauté mouride, le ministre de la Santé s'est rendu à Darou Mouhty pour s'enquérir des dispositions prises pour une bonne couverture sanitaire du Gamou. Elle a rencontré le nouveau Khalif Serigne Abbas Mbacké et les autorités sanitaires locales. Oumar Diaw. C'est le ministre de la Santé en personne qui a tenu à se rendre à la cité de Mame Thierno où un comité d'accueil l'attendait à l'entrée. Un grand événement religieux se prépare à Darou Mouhty et les aspects sanitaires ne sont pas à négliger. Le service d'hygiène est entré en action. Le service d'hygiène qui a déjà pulvérisé et qui a donc déjà pris en charge les différents problèmes d'hygiène que nous voyons dans toutes les villes et cela est fait toujours avant le Magal ou avant les Gamou. Les actions en amont du service d'hygiène participent d'une prévention. Le dispositif arrêté prend en compte la logistique pour le transport d'éventuels malades. Le système de logistique a été renforcé avec beaucoup plus d'ambulances qui sont venues de beaucoup de structures de la région et même en dehors de la région.
C'est à une mutualisation des moyens d'évacuation que la région médicale a procédé. En plus des ambulances, des médicaments d'une valeur de plus de 5 millions de francs sont disponibles. Ces médicaments ont été mis à la disposition du médecin-chef du district donc de Darou Mousty. Le ministre a visité le centre de santé de Darou où le bloc opératoire est en cours d'achèvement. Le dernier marché qui concerne les fluides médicaux a été attribué et un spécialiste en chirurgie obstétricale va arriver. Le médecin qui va aller comme compétent pour pouvoir faire des césariennes a eu sa bourse et va être envoyé. Donc tout cela, il était nécessaire que nous puissions faire le point avec les autorités religieuses donc de Darou Mousty. Déjà, un technicien supérieur en radiologie est sur place. C'est dire que le plateau technique suit une trajectoire ascendante à Darou, où l'eau potable est maintenant largement disponible. L'eau est arrivée, il avait un vrai problème. Aujourd'hui, tout le monde est heureux, la population est heureuse de voir que l'eau arrive maintenant au niveau de toutes les maisons. Ce n'est pas le ministre de l'Hydraulique, mais elle gère un secteur transversal et l'eau est un déterminant de santé. Au plan médico-sanitaire, Darou Mousty n'a pas d'inquiétude majeure à quelques jours de son Magal. Voilà, le ministre Eva Marie Coll Seck à Darou Mousty pour une visite d'inspection du dispositif sanitaire. La 62e édition du Magal de Darou Mousty est prévue le lundi 23 mai. Lancement ce jeudi à Sinthiou Bamambé dans la région de Matam de l'initiative des maires du Sénégal pour l'autosuffisance en moutons. Les élus comptent ainsi accompagner le ministère de l'élevage en plaçant gratuitement des moutons dans des familles démunies, ce qui permettrait de satisfaire les besoins du pays en moutons pendant la Tabaski, entre autres. Oumoukal Somsal. Lors de la dernière journée nationale de l'élevage, les maires du Sénégal s'engageaient à jouer leur partition pour l'atteinte de l'autosuffisance en moutons au Sénégal. L'initiative consiste au placement de moutons dans des ménages démunis pour ainsi développer l'élevage de ces sujets à l'échelle nationale. Nous avions décidé d'une phase expérimentale qui a vu l'implication de 114 maires qui ont mobilisé sur leurs ressources un montant global de 315 millions de francs CFA. Eu égard aux très bons résultats obtenus, nous comptons généraliser le projet de l'année prochaine avec l'implication d'au moins 350 communes qui mobiliseront en 2017 près d'1 milliard sur les ressources budgétaires. L'efficacité et la durabilité du programme reposent sur le passage du don. Une chaîne de transmission qui exige que chaque bénéficiaire passe, après reproduction, le même don reçu à une autre famille nécessiteuse. Un concept développé depuis quelques années par IFOR International et USAID Yadjende, qui sont des partenaires de cette initiative des maires. Depuis plusieurs années, le projet Feed the Future Yadjende a collaboré avec les populations et les autorités de Matam, de Bakel, de Kédougou et de Kolda pour renforcer leur capacité à prévenir les crises nutritionnelles. L'approche passage d'actifs productifs animaux a permis à plus de 7000 ménages d'avoir à leur disposition des animaux domestiques. Cet important programme permettra de mettre fin à la dépendance du pays en moutons, surtout à l'occasion de la Tabaski. Cette initiative porte essentiellement sur 3 éléments qu'il convient de souligner. Faire bénéficier aux familles qui sont dans le besoin un moyen efficace de création de richesse et d'accès aux protéines animales. Elle renforce les communes sénégalaises dans leur option, leur choix délibéré d'être des creusets et des porteuses d'un développement local impulsé par les élus locaux en partenariat avec les groupes citoyens et les populations. Mais elle est également un exemple concret de territorialisation des politiques publiques du gouvernement du Sénégal dans le contexte du plan Sénégal émergent. Les populations de Sinthiou Bamambé ont salué cette initiative et se sont engagées à respecter le passage du don.
La Géroute, en partenariat avec EFAJ, a réalisé une piste d'accès vers le mausolée de Maba Diakhouba d'une longueur de 2,7 km. Elle va permettre aux disciples de se rendre facilement sur les lieux d'Amsila. Le chef de l'État l'avait promis, la Géroute en partenariat avec EFAJ l'a réalisé. Désormais, les personnes qui souhaitent se rendre au mausolée de Maba Diakhouba ne trouveront aucune difficulté pour y accéder, grâce à la réalisation de cette piste. On en a fait une piste accessible qui sera praticable en toute saison. Et c'est vraiment c'est une réponse, en tout cas, du gouvernement du Sénégal à travers une promesse du président Macky Sall de réhabiliter cet axe. Chaque année, quand même, beaucoup de désagréments sont causés par la piste qui était impraticable. Et beaucoup d'usagers, quand même, garer leurs véhicules au niveau de la route bitumée pour donc marcher jusqu'au niveau des lieux de pèlerinage. Maba Diakhouba est une figure historique qui a beaucoup œuvré pour la défense de la patrie. Il a également joué un rôle important pour la préservation des valeurs islamiques. Nous remercions particulièrement le président de la République Macky Sall qui se penche sur cette affaire, que nous connaissons personnellement, individuellement. Et nous savons tous les sacrifices qu'il veut consentir pour ce milieu. À Géroute, on ne peut pas remercier cette équipe. Ça nous va droit au cœur. La piste d'accès au mausolée de Maba Diakhouba est longue de 2,7 km. Un autre projet de 60 millions sera réalisé sur les lieux. Il sera entièrement financé par l'État du Sénégal. Cette piste sur laquelle nous sommes présentement a été réalisée en moins de 3 semaines. Et il n'est pas donné à toutes les entreprises, en tout cas à toutes les agences, de pouvoir s'exécuter aussi bien dans la forme que dans le fond et avec une telle diligence et une telle rigueur. C'est pour dire que la Géroute a laissé tout pour vraiment répondre aux préoccupations de l'État, mais au-delà de l'État, c'est surtout les préoccupations des populations. L'État du Sénégal, dans le cadre de sa politique de modernisation des cités religieuses, compte travailler avec l'ensemble des acteurs concernés, cela pour donner aux figures religieuses leur véritable place dans la société. La journée de lancement du projet de ressources numériques pour tous, ces entrants pédagogiques permettent d'installer des prérequis chez les élèves et participent à l'amélioration des enseignements. Apprentissage sur les 308 lycées que compte le Sénégal, 240 ont bénéficié des ressources numériques. Omar Baldé. Désormais, cet élève du lycée de Dara peut apprendre ses leçons à partir de sa tablette. Une innovation de taille dans le système éducatif. Nous sommes en plein dans les ressources numériques. L'utilisation de ces ressources va améliorer les résultats scolaires. Ce cours déroulé devant le ministre de l'Éducation en est une parfaite illustration. Quel est le rôle que jouent les mains dans un circuit? C'est un potentiel parce qu'il nous permet de mieux faire nos cours et même d'avoir un aperçu avant de venir en classe. Le Sénégal a pris l'option de rééquilibrer les filières par diverses mesures incitatives en faveur des sciences et techniques. Toutefois, le projet ne vise pas que les sciences. Il embrasse toutes les disciplines enseignées à l'école sans exclusif. Comme tout outil pédagogique, il faut que les enseignants et les élèves s'en approprient. Aujourd'hui, grâce à ces ressources numériques, nous comprenons plus facilement et plus rapidement ces cours. Nous avons notre programme scolaire dans nos ordinateurs et même dans nos poches. Au total, 20 lycées du Sénégal sont équipés en classes communicantes à l'image de celle de Dara. 200 autres lycées sont bénéficiaires de ressources numériques en philosophie, en sciences physiques et en mathématiques. Le gouvernement du Sénégal a très tôt intégré dans sa stratégie de développement de l'éducation les TIC. C'est en bonne place dans le paquet. Dans le paquet, il est indiqué que nous devons tirer parti de l'émergence d'une société de l'information avec des capacités de plus en plus accrues de produire, de partager et de diffuser l'information en un temps record. Nous devons aussi utiliser les TIC dans l'optique de faire des progrès dans les domaines de l'accès, de la qualité et de la gestion de notre système éducatif. Pour mieux sensibiliser les différents acteurs de l'école sur l'importance des ressources numériques, un sketch a été présenté. Comment tu peux citer toute la famille sauf moi, Noyo? N'oublie pas que je suis responsable de la vie. Sans moi, la vie est impossible. Après Dara,
Cap-sur-Léona. Là aussi, la délégation du ministre a eu droit à une démonstration de cours à partir des ressources. Derrière ce travail que vous faites, que vous avez vu, c'est plusieurs centaines d'heures de travail. C'est des cours qui ont été vus et revus. Il arrivait souvent qu'un cours soit enregistré 7, 8, 10 fois. Parce que les inspecteurs de l'éducation et de la formation, les inspecteurs de l'enseignement moyen demandaient de reprendre le cours, de reprendre. Et c'est des cours qui sont dispensés par des professeurs chevronnés qui justifient de beaucoup d'années d'expérience. L'introduction des TIC dans le système éducatif fait apparaître des progrès en matière d'équipement et de formation des acteurs à tous les niveaux. Une démonstration en éducation physique a mis fin à la tournée du ministre de l'Éducation nationale dans la région de Louga. Je vous parlais dans les titres de cette décrispation au niveau de l'école, le FUSE qui réunit le grand cadre et l'USEC, voilà, l'USEC, soit au total 22 secrétaires généraux de syndicats de l'enseignement a décidé de suspendre le préavis de grève. L'année scolaire est pour le moment sauvée de l'avis des acteurs. C'est dans le Fall. Une bonne partie des syndicats d'enseignants a décidé de passer l'éponge et de reprendre la craie. L'USEC et les grands cadres qui ont constitué le FUSE, le Front unitaire des syndicats de l'enseignement qui regroupe 22 secrétaires généraux de syndicats, ont répondu favorablement à l'appel pour la suspension des préavis de grève. Nous sommes 22 secrétaires généraux de syndicats et ensemble, après avoir rencontré le gouvernement, nous avons tenu une plénière au niveau du siège de l'US. Et tous les secteurs généraux ont pris tour à tour la parole pour évaluer le contexte, évaluer les acquis et ont décidé à l'unanimité de suspendre le mot d'ordre pour capitaliser ce qu'on a eu, c'est-à-dire la validation, capitaliser les reclasses 2006, capitaliser la question des parcelles, capitaliser également le fait que la dématérialisation ce sera pour le mois d'août et pour le reste, à savoir le système de rémunération, les lenteurs administratives qui persistent, nous prenons l'opinion à témoin, nous prenons les organisations de la société civile à témoin pour que durant les vacances, on puisse régler ça comme convenu à la dernière rencontre avec le gouvernement. Des engagements ont été pris par le gouvernement. Le contexte est donc favorable au dialogue et à l'apaisement. Au moyen secondaire, 13% des enseignants ont observé plus de 10 jours de grève, 7% à l'élémentaire. Dans la lutte syndicale, il faut tenir compte des intérêts des élèves dans le secteur de l'éducation. Parce qu'on ne peut pas mettre entièrement, entre parenthèses, mettre une croix sur cela. Et ça aussi, c'est une des raisons qui a fait que nous avons estimé que nous nous acheminons vers la fin de l'année avec les évaluations du second semestre et les examens à préparer. Nous avons estimé que vraiment, il faut tenir compte de cela pour aussi ramener l'apaisement dans le secteur de l'éducation et permettre aux élèves qui sont dans le désarroi vraiment d'être dans les conditions psychologiques de pouvoir aborder la fin de l'année comme il se doit. On s'achemine vers la fin de l'année scolaire. C'est la période des dernières compositions et des examens. Nous avons eu à observer des mouvements de grève, mais je tiens à rassurer les parents d'élèves au nom de l'équipe pédagogique et de tous les enseignants, à leur assurer que le quantum horaire n'est pas menacé et il n'y a pas lieu de reporter les examens à date échue. Les progressions sont satisfaisantes dans tous les ordres d'enseignement. Et ça, ce sont les responsables de structure au niveau déconcentré qui le disent. La coordination des inspecteurs d'académie a d'ailleurs fait des propositions à M. le ministre, notamment de poursuivre les enseignements apprentissages jusqu'au 15 juin 2016, de programmer les compositions à partir du 16 juin 2016 et de fixer les dates de composition pour les classes d'examen, en l'occurrence 3e terminale, dans la première quinzaine du mois de juin, mais aussi de maintenir les dates des examens initialement fixées pour le CFE, le bac et le BFM. Donc cela veut dire que quand même, contrairement à ce que l'on pense, on a la possibilité, en tout cas, d'avoir une année scolaire assez stable. Ce qu'ils ont proposé, faire les cours jusqu'au mois de juin, jusqu'à la mi-juin, pour ensuite envisager les compositions, ça nous paraît quelque chose
de très pertinent. La rétention des notes, une mesure décriée par les parents et autorités. La note de l'élève, la copie est privée. Et ça nous appelle, justement, ça appelle une réflexion de la part de l'ensemble des acteurs et aussi de faire la part des choses entre les revendications syndicales et le fait d'hypothéquer l'avenir des enfants. 22 secrétaires généraux ne peuvent pas se tromper. Le syndicalisme ne rime pas avec tout ou rien. Le syndicalisme, c'est capitaliser, engranger, avancer pour d'autres conquêtes, effectivement pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Et les 24 milliards, le paiement est étalé jusqu'au mois de décembre. Est-ce qu'il faut attendre que tout cela soit réalisé pour dire qu'on va suspendre ou lever le mot d'ordre? Nous ne pensons pas que ce soit réaliste. 22 secrétaires généraux de l'enseignement réunis à travers le FUSE ont donc décidé de suspendre les préavis de grève. Une décrispation qui va sans doute rassurer tous ces élèves et parents d'élèves. Les forces de défense et de sécurité à l'école de la police scientifique et technique, 8 policiers et 6 gendarmes ont bénéficié d'un renforcement de capacité dans le cadre de la coopération espagnole. Ils ont été formés à l'identification des empreintes digitales des victimes de catastrophes. Voici l'ambassadeur d'Espagne au micro de Amadou Diouf et Ndeye Aïda. Pendant ces 2 semaines, 8 membres de la police nationale du Sénégal et 6 de la gendarmerie sénégalaise ont participé dans ce cours qui a compté sur la collaboration de 3 enseignants espagnols qui sont venus de l'Espagne. Des experts parmi les plus importants en Espagne dans le domaine de la police scientifique. Ils ont enseigné plusieurs matières, telles que l'identification des empreintes digitales, l'identification des victimes de catastrophes, l'identification des documents faux, le prélèvement des données lors d'un crime. Plusieurs donc matières qui sont importantes pour le renforcement des capacités techniques, les moyens que la police et la gendarmerie sénégalaise ont pour mieux lutter, combattre les crimes au Sénégal, mais aussi les défis sécuritaires qui n'ont pas de frontières. Emploi des jeunes, les députés portent le plaidoyer pour le financement des domaines agricoles communautaires. Les membres de la commission jeunesse, sport et loisirs ont décidé de mettre en place un comité ad hoc de suivi du programme. Ils étaient dans les locaux du PRODAC jeudi pour mieux s'informer sur la mise en œuvre de cette initiative du chef de l'État, Louis-Philippe Sagna. Depuis le lancement du programme des domaines agricoles communautaires, les parlementaires suivent avec intérêt son déroulement. Cette rencontre était très attendue. Elle permet aux élus de s'approprier le programme afin d'assurer le plaidoyer. Nous nous sommes rendus compte que, comme le président de la République l'avait indiqué, que c'était la voie pour éradiquer le sous-emploi au Sénégal, mais aussi que c'était la voie pour régler le problème de l'agriculture familiale, mais aussi c'était la voie pour régler le problème de l'alimentation au Sénégal. Cette rencontre nous a permis de mieux nous approprier en tant qu'élus du peuple du PRODAC. Moi aujourd'hui, je crois au PRODAC, j'y crois et je vais porter le plaidoyer en tant que député. Et j'ai même dit ici que j'étais prête à aller être incubée en tant que femme, en tant que députée, pour montrer aux jeunes que c'est possible. À cette table ronde, il y avait les membres de différentes commissions liées au développement. Tous ont eu la même compréhension et s'engagent à faciliter la mise en œuvre de l'un des fers de lance du plan Sénégal émergent. Nous avons donné comme recommandation de nous faire part des problèmes qu'il y a, des problèmes qu'ils rencontrent, des problèmes financiers, des problèmes fonciers, pour qu'on puisse, de notre côté, intervenir, parce que le PRODAC, c'est un chemin vers le développement du pays. Les députés savent aujourd'hui ce que c'est que le PRODAC. Les députés savent aujourd'hui que le PRODAC est un programme ambitieux de création d'emplois et
Au sortir de cette réunion, nous avons remarqué, nous avons eu vraiment le sentiment que les députés soutiennent à 100% le programme de domaine agricole-communautaire. La commission parlementaire a décidé de mettre en place un comité ad hoc qui sera renforcé par des députés originaires des zones qui abritent les DAC. Toutes les informations nécessaires seront mises à sa disposition pour faciliter les missions sur le terrain d'ici peu. Dans la série sur Grand Yoff, focus sur la radio communautaire Afia FM. Cette radio est un trait d'union entre les populations de la localité et les autorités. Des émissions de sensibilisation figurent sur la grille des programmes. Ces rapports de proximité entre population et la radio ont un impact sur la vie des habitants de Grand Yoff. Louise Bilza. Vous nous écoutez sur la radio de la paix et de l'épanouissement, Afia FM Rek-Lawal. Afia FM est implantée dans le quartier populaire de Grand Yoff. Sa création en 2003 avait pour seule mission le service de proximité. Répondre aux préoccupations de nos communautés, donner la parole aux sans-voix. Parce que à travers nos émissions, il y a des émissions thématiques comme la santé, l'éducation, le sport, la culture, les droits humains, aussi des questions qui touchent aux handicapés, les artisans, tout au tous, parce que Grand Yoff aussi, c'est vraiment le problème numéro 1 de Grand Yoff, c'est les questions d'agression, les questions aussi de l'assainissement. Par exemple, l'émission que j'anime tous les dimanches, qui s'appelle Wartan Dimanche. Donc cette émission a pour vocation, par exemple, de répondre aux besoins de la commune. Souvent, on invite des acteurs, que ce soit des acteurs de développement, que ce soit des hommes politiques, en tout cas tous ceux qui sont dans cette zone. On les invite, on aborde avec eux des sujets, par exemple, saillants dans la zone. Pour davantage toucher la cible, Afia FM a étoffé ses programmes de 7h à 2h du matin. Ça tourne sur la bande FM. Des émissions qui touchent surtout l'aspect communautaire. On a des émissions de langue, Diola, Manding, parce que Grand Yoff est quelque part un melting pot où il y a toutes les communautés. Afia FM joue donc son rôle de radio participative, échange en direct entre populations, associations et leaders d'opinion. Le libre antenne permet à tout un chacun d'exprimer ses préoccupations, ce qui a véritablement impacté sur les comportements. Il n'y avait qu'un seul poste de police à Grand Yoff. On peut dire maintenant qu'il y a un commissariat de police et la radio avait joué un rôle vraiment très prépondérant par rapport à ça. Donc on avait accentué les thématiques sur les agressions à Grand Yoff parce qu'il y avait des meurtres à Grand Yoff et aussi les jeunes dénonçaient ça à travers la radio, à travers des reportages, des émissions interactives. On donne la parole aux autorités qui doivent réagir. Cette radio communautaire a été initiée par le réseau des caisses d'épargne et de crédit des femmes de Dakar en collaboration avec l'ONG Indagraf Sahel. Donc, tout au début, c'était pour donner la parole aux femmes. Parce que les femmes sont des femmes qui font des activités génératrices de revenus de l'économie populaire, mais qui avaient des difficultés pour accéder aux médias traditionnels. L'équipe est composée de 15 journalistes et plus de 7 animateurs et techniciens. Tous perçoivent une indemnité à la fin du mois. En parlant de radio communautaire, c'est différent d'autres radios. Nous ne sommes pas une radio privée, nous ne sommes pas une radio commerciale, nous ne sommes pas une radio publique, nous sommes une radio communautaire. D'ailleurs, la première vocation quand on vient dans une radio communautaire, c'est pour dire que vous êtes volontaire d'abord. Donc dans ce cas, c'est l'engagement qui prévaut d'abord. On a 5 éditions à la radio Afia FM. On a 3 en Wolof et 2 en français. Les éditions Wolof, c'est 12h30, 18h et 21h30. Et les éditions en français, c'est à partir de 13h30 et 18h30. Le problème le plus délicat de cette radio, c'est l'accès aux ressources publicitaires. Malgré les difficultés, les responsables veulent étendre la radio vers les autres régions, une conquête des régions accompagnée d'une télévision communautaire. C'était donc le zoom sur la radio Afia FM de Grand Yoff. Grand Yoff, c'est aussi une commune très peuplée, cosmopolite, ce qui veut dire que la sécurité doit être inscrite au rang de priorité. Et pour faire face au phénomène de l'insécurité, les autorités ont transformé le poste de police de la commune en commissariat. C'est depuis janvier, ce qui commence à porter ses fruits. Des patrouilles quotidiennes sont organisées au grand bonheur des populations. Ibrahim Ndaw.
Le nombre d'hommes engagés à Grand Yoff, ça fait la cinquantaine de personnes, éléments en tenue, éléments en civil compris, donc dans le cadre de cette opération-là. Et avec un contrôle approfondi qui vise subsidiairement le contrôle administratif, également la fouille des malles, des habitacles. Une stratégie qui semble porter ses fruits. Plusieurs interpellations et des infractions sont constatées. Les usagers de la route apprécient. C'est un acte d'une très haute facture parce qu'aujourd'hui, cela va permettre au moins à la population d'être rassurée. Donc c'est le rôle primordial de la police et nous remercions vraiment les autorités de la police, de manière générale et de l'État. Le Grand Yoff a sa particularité qui fait que le dispositif a été particulièrement renforcé. C'est une ville densément peuplée. Grand Yoff, c'est une ville cosmopolite. Aujourd'hui, le dispositif qu'on a vu sur place est un dispositif rassurant. Voilà, toutes nos excuses, on s'est apparemment trompé de sujet. Parlons de l'autre aspect de Grand Yoff, la fourrière municipale, l'unique de Dakar, mise en place en 1966. Elle a vu bien des mutations dans ce quartier. Parler de la fourrière municipale de Dakar, un prétexte pour aborder aussi les infractions de la circulation qui peuvent mener un véhicule à la fourrière. Nous revenons sur ce reportage de Fatou Saro. Pour le sens commun, la fourrière est faite pour les véhicules, ce qui justifie le choix porté sur la compagnie de circulation pour mieux la connaître. Mise en fourrière, c'est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative en vue d'y être retenu. Il y a la fourrière municipale qui est présentement là, qui absorbe tous les véhicules mis en fourrière. La fourrière, c'est un service public qui est ouvert pour tous les usagers, que ce soit les collectivités locales, même les services de sécurité, la police et la gendarmerie. Les tiers privés aussi peuvent se permettre, peuvent s'autoriser même d'amener ici leurs objets, moyennant une taxation bien sûr. Pour la ville de Dakar, la fourrière municipale qui se trouve à Grand Yoff est le seul endroit habilité à cet effet. Même si elle n'accueille pas que des voitures, elle constitue l'essentiel des dépôts. Leurs motifs de mise en fourrière sont nombreux. Il a un défaut de livret, il ne doit pas conduire un taxi. Je vais lui presque une fiche d'immobilisation. La première phase, c'est l'immobilisation d'abord. À l'issue de l'immobilisation, si l'infraction n'est pas corrigée, au bout de 4 jours, l'officier de police judiciaire peut mettre le véhicule en fourrière. Les véhicules non immatriculés, ils ont une durée de 15 jours. Maintenant, à l'issue, on les met en fourrière tout simplement parce qu'ils ne sont pas en règle. Le défaut d'assurance, donc pour nous amener à conduire le véhicule en fourrière. Le défaut de visite technique, donc la visite technique qui n'est pas en règle. Un petit tour en ville et nous tombons sur cette berline en train d'être embarquée sur le porte-char de la police. Le stationnement est réglementé dans la ville de Dakar, donc les gens ne doivent pas stationner n'importe comment, maintenant entravant la bonne marche de la circulation. Quand c'est le cas, on met le véhicule sur le porte-char, on l'achemine au camp Biassé pour immobilisation. Si 24 heures ou bien 72 heures après, un requérant arrive ici au niveau de la fourrière, nous lui faisons une attestation de mise en fourrière. Après, suivant même la présentation des pièces de l'objet dont il se prétend être propriétaire. Et après, il va s'acquitter de ses droits de fourrière. Une fois qu'il s'acquitte de ses droits de fourrière, les services techniques lui donnent une main levée. C'est cette main levée-là qu'il nous présente ici au niveau de la fourrière et c'est cette main levée qui l'autorise à sortir cet objet. En cas de négligence, il y a des délais de rigueur. Au-delà de 6 mois, on peut procéder à la vente aux enchères. Vous allez voir des voitures qui ont eu des contentieux avec des banques, avec la police ou bien avec la justice qui dépassent leur délai parce que ce dossier-là n'est pas vidé. On ne peut pas les proposer à la vente aux enchères. C'est ce qui fait que tu vas voir des objets qui trouvent 2 à 3 ans ici parce que ces dossiers, il y a les lenteurs judiciaires. C'est une difficulté majeure, mais parce que Dakar évolue. Et généralement, les fourrières doivent être dans les périphériques de la ville. Destinée au désencombrement de la voie publique, la fourrière municipale de Dakar est aujourd'hui confrontée à des problèmes d'espace, d'aménagement et d'environnement.
Voilà pour la série sur Grand Yoff. Dans le reste de l'actualité, tous les CEDAF, les centres d'assistance de formation pour la femme, ont reçu des équipements pour permettre aux bénéficiaires de mieux jouer leur rôle dans la production et la transformation de produits halieutiques agricoles. Entre autres, ce matériel de qualité est mis à la disposition des groupements